parole immédiatement à Hassan, qui va aussi réagir. Merci. Bon, moi, je partirai d'une autre étymologie. Je partirai du terme qui désigne symbole dans une tribu zambienne qui a été étudiée par Victor Journal. Le mot symbole pour cette tribu dérive d'un terme qui signifie marquer la piste. Cela veut dire qu'au moment où les chasseurs partent pour la brousse profonde, ils font des incisions, des encoches dans l'écorce des arbres. Et ces encoches, ces marqueurs de piste, symboles, leur permettent de retrouver le chemin du retour, de retrouver l'espace familier du village. Et ces marqueurs de piste, de façon concrète, font le lien entre la brousse profonde, entre l'espace dangereux, entre l'espace non maîtrisé et l'espace maîtrisé, l'espace familiarisé. Et ce que font les symboles rituels chez la même tribu, c'est à travers ces symboles qu'ils essaient d'accéder aux choses cachées, aux choses invisibles, telles que les génies, les divinités, les ancêtres, les valeurs centrales de cohésion, la collectivité, etc. Tous ces concepts abstraits et, disons, ritualisés sont exprimés et se manifestent à travers les symboles. Je dis cela tout simplement pour... Je dis cela pour signifier une chose, c'est que j'ai toujours l'impression d'être un peu dans une position inconfortable en parlant de façon très très abstraite des choses telles que le symbole, sacré, etc. Et je remercie Abdullah Hammoudi qui m'a permis de faire un peu la transition à travers la mascarade. Donc je ne peux parler, c'est peut-être une faiblesse, je ne peux parler de ces choses-là qu'en partant de ces mêmes marqueurs de piste que les gens utilisent eux-mêmes pour accéder à ces notions abstraites, pour accéder à leurs valeurs, pour accéder à leur conception du sacré. Je ne peux pas me passer de ces marqueurs, et c'est de cela que je vais parler, en posant toujours les mêmes questions, donc je ne vais pas quitter le débat. Et là aussi, je vais être dans une autre position inconfortable, puisque je ne peux pas poser les questions de façon manichéenne. Y a-t-il réenchantement? Y a-t-il désenchantement? Y a-t-il enchantement? Les choses sont beaucoup plus compliquées quand on parle d'une collectivité concrète. On peut assister à des processus en même temps, à la fois contradictoires, à la fois opposés. Je vais illustrer ça dans les quelques minutes qui viennent. Bien. Donc, dans cette collectivité, j'étais frappé tout d'abord par le fait qu'ils continuent à célébrer le rituel. Deuxièmement, par la suite, j'étais également frappé par la masse des rituels qui ne sont plus célébrés par rapport à ceux qui sont encore célébrés. Troisièmement, j'étais également frappé par quelques rituels qui étaient célébrés par quelques statuts, par les hommes par exemple, et qui sont maintenant célébrés par les femmes. J'étais également frappé par un autre processus, le fait d'interrompre un rituel pour une période déterminée et de le retrouver 5-6 ans après. Donc voilà quelques processus quand on parle de la tribu X dans une région X, voilà les processus auxquels on est affronté. Et il est très difficile de parler d'enchantement, de désenchantement, de réenchantement, mais de parler de tout cela peut-être à la fois. Quand on parle quand je parle de cette collectivité, je voudrais tout simplement citer un exemple qui me permet d'illustrer mes idées et qui est en rapport avec sacré, symbolique, collectivité. Deux villages qui étaient toujours ensemble, qui ont les mêmes équipements hydrauliques, qui ont le même terroir agricole, la même mosquée, le même cimetière, et qui étaient divisés en hameaux. Et la source du conflit était privée, c'était à propos de l'eau. Et le conflit s'est manifesté de la façon suivante. Donc des
sur le plan symbolique, ça s'est manifesté de la façon suivante. Il y avait un marouf qui était célébré par ces deux tribus, et ce marouf n'est plus célébré depuis 2 ou 3 ans. Les mêmes groupes priaient ensemble lors de la fête du sacrifice. Ils avaient une seule msalla, et au lendemain du conflit, ils se sont séparés et l'un des groupes a créé son propre lieu de prière, etc. etc. Et la chance a voulu que le même jour où ils ont fait la première prière de façon séparée, le même jour, il y a eu des inondations catastrophiques. Des inondations catastrophiques qui ont porté préjudice au terroir agricole, au noyer, au bétail, etc. Et bien sûr, l'année suivante, les choses ne se sont pas réglées, mais pour le même marouf, qui était censé, selon les gens eux-mêmes, donc je dis ici la finalité explicite du rituel, il est censé dissiper, conjurer les maux et les malheurs. L'interprétation locale était vite la suivante. Puisqu'on a passé par le marouf, donc on n'a pas pu conjurer les maux, donc il y a eu une inondation. Et c'est un enchaînement qui n'est pas mécanique, mais qui est symbolique. Et le résultat était, pour conjurer ces mots, il faut encore recélébrer le marouf, il faut encore ressouder la communauté, il faut encore continuer à produire des symboles, à manger le même repas commun symbolique, à faire tous les rituels qui accompagnent ce marouf. Donc voilà un processus. L'autre processus, et je reviens tout à l'heure au premier, l'autre processus est le fait que certains maroufs, après les critiques des réformateurs musulmans, qui interprètent ces rituels comme étant des pratiques non recommandables par l'islam, ces pratiques-là maintenant ces maroufs-là sont célébrés par les femmes. Donc, il y a un autre processus qui s'installe, qui n'est pas de l'ordre de l'enchantement, du désenchantement, mais qui est à interpréter d'une autre façon et à travers d'autres concepts peut-être. En partant de ces deux processus, je pense qu'il est très difficile, en parlant à l'échelle globale, de qualifier ces processus d'un seul terme ou de 2 termes ou de 3 termes. Les 3 termes que je viens de citer. Ce qu'il faut peut-être expliquer, et là je reviens à une question qui a été posée, mais à un autre niveau, c'est comment s'effectue, par quel mécanisme s'effectuent ces changements rituels. Et tant qu'on n'a pas encore répondu à cette question, par quel mécanisme se fait le désenchantement, par quels mécanismes sociaux se fait l'enchantement, on ne pourrait pas, parce que les choses ne se passent pas uniquement dans les têtes des gens, ils se passent également dans leur vie quotidienne. Il y a des processus sociaux, je suppose, qui nous permettent d'expliquer tous les processus qui viennent d'être décrits. Et je pense aussi, je suppose, là c'est des réflexions très très fraîches, donc ils ne sont pas, d'ailleurs ils ne sont jamais définitives. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des logiques de l'action collective. La célébration des rituels est une action collective. Et là, une logique. Les mythes également se transmettent en collectivité, ils ne se transmettent pas individuellement. Il y a également une logique de la transmission des mythes, etc., etc. Et ce qui se passe dans cette revue, et on peut en discuter par la suite, c'est que le rituel ne disparaît pas, le rituel ne réapparaît pas, le rituel ne se maintient pas. Ce qui se passe, c'est qu'autour d'un certain nombre de rituels, les mêmes organisateurs disparaissent, se maintiennent, meurent, émigrent, etc. Derrière chaque rituel, il y a un nombre d'organisateurs. Il ne faut pas, à mon avis, imaginer la communauté comme étant des individus répartis de façon égale, qui ont le même statut, les mêmes pouvoirs, etc. Dans chaque communauté, il y a quelques organisateurs, et ce sont ces organisateurs qui maintiennent le rituel. Ce sont ces mêmes organisateurs qui font que le rituel se recélèbre une autre fois. Ce n'est pas la communauté homme-femme, etc., qui le font, mais ce sont ces organisateurs. Et
à travers une liste de rituels que j'ai recensés, à chaque fois, ça ne rate pas, peut-être que dans notre rituel d'explication et d'autres, à chaque fois, ce sont ces organisateurs, soit qui vieillissent, soit qui meurent, soit qui émigrent. Les gens, rien, ils ont toujours le même rapport au monde, ils ont toujours les mêmes, je dirais, la même conception de la femme, etc. Mais ces conceptions-là, peut-être, dans des années s'affaibliront, puisque nous ne trouverons plus un terrain où ils seront une nouvelle fois, disons, recréés, une nouvelle fois repensés, etc. Donc, je ne prétends pas assimiler la célébration des rituels ou la transmission des mythes au déclenchement d'une grève, mais je dis tout simplement qu'on peut apprendre également de la manière dont se déclenche une grève, dans la manière dont se constitue une coopérative, de la manière dont se constitue un parti ou dans la manière dont un parti se divise en deux ou disparaît. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ces phénomènes-là pour expliquer également la manière dont une communauté ne célèbre plus un rituel ou la manière dont une communauté revient au retour au rituel, au sacré, au symbole. Je vous remercie.